Plongeons dans le dossier de ce patient de 70 ans qui est suivi pour une cardiopathie ischémique. Vous avez ici sa dernière coronarographie, coronaire droite, stentée dans sa portion moyenne. Rien de particulier, le patient a un suivi régulier. Dans ce suivi régulier, un échodoppler des TSA est réalisé. Et cet échodoppler de dépistage, le patient était complètement asymptomatique. Cet échodoppler revient positif avec la présence d'une sténose significative sur la carotide interne. Du coup, et avant de demander un avis chirurgical vasculaire, un second examen est nécessaire pour d'une part confirmer les données de l'échodoppler et d'autre part avoir un petit peu plus d'informations anatomiques. Cet examen, c'est un angioscanner des troncs supraortiques et c'est celui qu'on va regarder ensemble. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, moi c'est Michael Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas ou si c'est votre première fois ici, je partage des cas cliniques didactiques en imagerie pour les médecins, pour les internes, pour tout le monde, pour les curieux. On y va, on a donc ce dossier extrêmement intéressant d'un patient de 70 ans chez qui on a découvert de manière fortuite une sténose des troncs supraortiques. On demande un angioscanner. Effectivement, l'échodoppler est l'examen de dépistage en première intention, mais avant avis chirurgical, il est recommandé d'avoir une confirmation par un second examen d'imagerie, second examen qui peut être un angioscanner des troncs supraortiques ou alors une angio-IRM des troncs supraortiques. Ça va un petit peu dépendre des habitudes, des disponibilités, des expertises locales. Sur Strasbourg, c'est vrai qu'on préfère l'angioscanner pour plusieurs raisons. La première, c'est la disponibilité. En termes de rendez-vous, c'est extrêmement plus simple d'avoir un rendez-vous d'angioscanner que d'avoir un rendez-vous d'angio-IRM. La seconde, c'est la qualité du scanner en termes de mise en évidence et de visualisation des calcifications. Généralement, les sténoses sont calciques et le scanner est extrêmement précis pour la mise en évidence des calcifications, beaucoup plus que l'IRM, ce qui peut parfois poser des difficultés d'évaluation précise des sténoses très calcifiées en IRM. Et le troisième point, c'est la précision des reconstructions en scanner qui permet d'avoir une visualisation anatomique un petit peu plus fine que les chirurgiens souvent aiment bien. Donc pour ces raisons-là, on préfère, du moins à Strasbourg, réaliser en première intention un angioscanner des troncs supraortiques pour compléter, confirmer, analyser les données de l'échodoppler. L'avantage de l'IRM, évidemment, l'avantage de l'IRM, c'est l'exploration beaucoup plus fine du parenchyme cérébral à la recherche d'anomalies ischémiques secondaires, ce que le scanner fera, mais de manière beaucoup moins précise. En termes de protocole, il est nécessaire d'avoir une acquisition artérielle qui va au minimum de la crosse jusqu'au niveau du vertex. Ça, c'est un minimum. Et il est recommandé de réaliser une acquisition cérébrale complémentaire. Généralement, on le fait plutôt après injection. Pourquoi? Puisque ça va permettre de visualiser le parenchyme cérébral, de rechercher éventuellement une lésion ischémique qui serait passée inaperçue chez ce patient asymptomatique. Et troisièmement, si lésion ischémique il y a, de s'assurer ou de vérifier qu'il n'y a pas de rupture de la barrière hémato-encéphalique. Donc le protocole minimal, c'est quoi? C'est acquisition artérielle, crosse, tronc supraortique, crâne, IV, 3 minutes. On va regarder ça ensemble. Nous voici donc face au scanner injecté au temps artériel. Je vous ai mis ici une reconstruction 3D qui nous permet de visualiser de manière assez rapide ce qu'il se passe. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié des chirurgiens. Vous avez ici l'os que vous pouvez mettre en semi-transparence de manière à faire ressortir les vaisseaux. Vous voyez ici la carotide commune droite, vous avez ici la carotide commune gauche. Nous avons les portions ostiales qu'il va falloir analyser secondairement. Et là ici, vous voyez d'ores et déjà à hauteur de la portion ostiale et post-ostiale de la carotide interne droite qui va partir en postérieur. Vous avez ici la carotide externe. Alors comment est-ce qu'on distingue carotide interne de carotide externe? C'est facile, la carotide externe, c'est celle qui a des branches. Donc là, ici, vous voyez plein de collatérales, donc les fameux 14 branches de la carotide externe que je ne connais pas du tout par cœur, mais
vous avez appris en première ou deuxième année en anatomie. Donc là, ici, vous voyez ces différentes branches, alors que la carotide interne, elle, n'a pas de branche collatérale et va aller directement au intracrânien pour alimenter le polygone de Willis. Donc là, ici, vous avez une sténose qui est présente. L'intérêt de ces reconstructions 3D, c'est qu'on va pouvoir localiser exactement le positionnement de la bifurcation carotidienne, notamment par rapport à l'angle mandibulaire que vous voyez ici. Et tout cela va permettre de savoir si l'abord sera facile ou pas par rapport à, vous avez ici les différents muscles et la peau. Donc là, ici, vous avez une bifurcation carotidienne qui n'est pas une bifurcation haute, qui est tout à fait standard. Quand on regarde de l'autre côté, vous voyez que de l'autre côté également, vous avez une petite empreinte, mais qui est beaucoup moins importante. Cette empreinte apparaît mixte, avec là ici des calcifications et là ici probablement une petite portion non calcique et là une sténose qu'on va évaluer avec, vous le voyez ici, une petite dilatation post-sténotique. Donc tout ça, c'est bien joli, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement l'analyse de coupe axiale. Donc là ici vous avez le temps artériel en coupe axiale. Donc on commence un petit peu sous la crosse pour pouvoir analyser la crosse. Donc vous voyez que la crosse elle est extrêmement athéromateuse avec d'importantes calcifications pariétalisées avec aussi des portions non calciques et là nous avons les troncs supraortiques. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc déjà, il y a un petit problème. Le petit problème, c'est quoi? C'est que vous avez là ici une artère sous-clavière droite qui présente une origine anormale et un trajet rétro-œsophagien. C'est une arteria lusoria, c'est une simple variante anatomique. Le reste des troncs supraortiques, là ici c'est le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide commune gauche, la sous-clavière gauche. Vous voyez déjà que la carotide commune gauche présente une infiltration athéromateuse non calcique à sa portion ostiale avec là ici une sténose qui est de l'ordre de 25 à 49%, on est probablement aux environs des 40% à peu près, 40 voire éventuellement les 50, mais ça ne dépasse pas les 50. Vous voyez que le reste des troncs supraortiques sont très infiltrés, mais sans sténose significative. Regardons ici le tronc artériel brachiocéphalique, il est plutôt pas mal, et en fait c'est pas vraiment un tronc artériel brachiocéphalique puisque la sous-clavière n'est à part, il va donner donc directement la carotide commune droite que vous voyez ici, que nous suivons et qui dans sa portion commune est plutôt pas mal, et nous allons voir apparaître ici la bifurcation avec l'artère qui part en avant et qui donne les fameuses branches qui est la carotide externe et l'artère qui part en arrière qui elle ne donne aucune branche et qui va remonter pour aller directement au niveau intracrânien et donner le polygone de Willis qui est la carotide interne. Et nous voyons ici à la portion ostiale une sténose. Vous avez là un rétrécissement majeur du diamètre de la portion ostiale de la carotide interne droite. Ce rétrécissement, il est secondaire à là ici quelque chose que nous ne voyons quasiment pas, puisque c'est à peu près iso à très légèrement hypodense. Vous voyez là ici c'est légèrement hypo, et ce quelque chose c'est quoi? C'est une plaque qui est très majoritairement non calcique, une plaque de cholestérol, une plaque fibreuse avec du cholestérol, et vous voyez par la suite on reprend la lumière. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la sévérité de cette sténose? Pour cela, il va falloir segmenter, analyser, quantifier. Alors, quand on a l'habitude, on peut regarder les sténoses et visuellement déjà donner un ordre de grandeur, mais en scanner, l'intérêt, c'est d'aller quantifier ce qui se passe. Donc pour ça, nous avons des outils qui vont nous permettre de suivre le vaisseau, et donc je vais cliquer dans ma carotide interne avec cet outil, et là, vous voyez, je vais avoir une curviligne sur ma carotide commune droite, ma bifurcation carotidienne et ma carotide interne, là, ici, avec, vous le voyez, la portion luminale qui est vraiment très, très, très réduite sur cette plaque hypodense majeure. Donc là, ici, nous avons des outils qui nous permettent de calculer les diamètres. Donc là, ici, ça, c'est un outil d'analyse du scanner. Peu importe l'outil que vous utilisez ou peu importe la marque ou le vendeur de scanner que vous utilisez, tous les outils proposent à peu près la même chose. Et vous voyez, là ici, nous allons pouvoir réaliser une mesure du diamètre. Sauf que, là ici, si on fait ça, ça nous fait N7 34%.
Alors, faut pas prendre les choses pour argent comptant, mais 34% ce type de sténose, là vous dites ça, le chirurgien, il va pas trop vous croire. Donc effectivement, quel est le problème? Le problème, il est double, c'est la définition de la zone sténotique et la définition de la zone de référence. Donc là, ici, vous voyez votre zone de référence, elle est beaucoup trop loin, hein, on est quasiment dans la carotide prépétreuse, hein, donc là, c'est beaucoup trop loin. Donc il faut aller un petit peu avant, hein, donc on va se mettre typiquement à peu près ici, hein, sur une zone à peu près normale de la carotide. Donc déjà là, forcément, vous augmentez les diamètres de référence, donc ça va vous majorer la sténose. Et surtout, là, ici, clairement, on n'est pas sur la zone la plus petite. Donc il va falloir éditer les contours, repérer là, ici, sur les coupes axiales, la zone la plus petite. Donc voilà, donc on va augmenter un petit peu nos différentes coupes. Et là, ici, vous voyez, hop, c'est magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est refaire une segmentation sur la zone qui est effectivement la zone la plus petite. Et là, il me l'a perdu. OK. OK. Donc, on va refaire. Alors, on va simplement enlever la paroi, ça ne nous intéresse pas. On va simplement garder, là, ici, la lumière. Voilà. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu trop généreux, hop, du coup il va falloir que je diminue mon plan de coupe pour bien repérer la coupe où c'est le plus petit, voilà, qui est la coupe ici, merci. Donc vous voyez, hein, c'est fun, c'est drôle, c'est sympathique, surtout quand le logiciel ne comprend pas trop ce qu'il doit réaliser, mais voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Voilà, on va appliquer. OK, bon là, on peut être relativement satisfait de la segmentation qu'on a réalisée. Et donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ah bah super, il m'a perdu. Donc on va refaire la hop. Voilà, on va repositionner. Et donc là, ici, vous voyez, on est à 72%. Donc effectivement, là, les diamètres minimales entre la zone la plus sténosée et la zone de référence, vous voyez, à peu près 72%. Donc là, effectivement, on peut visuellement dire qu'on est assez satisfait. Probablement que c'est même un petit peu plus, hein, puisque le diamètre mini, hein, vous voyez, là, il est beaucoup plus petit, hein, puisque la sténose, elle est vraiment oblongue. Donc là, on peut la valider à facile 80%. Hein. Donc on va mettre sténose carotidienne interne, ostiale et post-ostiale à 80% sur plaque très majoritairement non calcique. Hein. Il faut savoir que le caractère non calcique est aussi un risque d'instabilité. Donc ça, c'est pour notre carotide droite. On va regarder maintenant ce qui se passe sur la carotide gauche. Alors, vous avez ici la portion ostiale, hein, avec la sténose non significative, non calcique de la portion ostiale de la carotide commune gauche. Vous voyez ici qu'après, la carotide commune gauche est plutôt pas mal. Hein. Et là, ici, à la division, eh bien, contrairement à l'autre côté, vous avez des plaques calciques qui sont présentes. Une plaque ici, une plaque ici. Cette plaque ici, elle vous permet de voir la paroi de la bifurcation. Donc, vous voyez que toute la paroi est ici. Hein, donc, il y a quand même une plaque qui est assez significative, et cette plaque ici est à l'origine d'une sténose. Cette sténose, vous le voyez sur les coupes axiales, elle n'est pas forcément évidente à voir. On va regarder sur les reconstructions curvilignes, et vous voyez ici, hein, sur la curvie, clairement, là ça apparaît, et là il n'y a aucun doute, hein, mais on va repasser sur les coupes axiales. Vous voyez, quand on n'a pas l'habitude, hein, bah, franchement, c'est pas évident, on a l'impression qu'il n'y a rien sur les coupes axiales. Hein. Donc clairement, toujours céder de ces curvilignes hein, qui sont assez efficaces. Et vous voyez qu'en fonction de l'angle de visualisation de la curviligne, eh bien, on va avoir une sténose qui est plus ou moins importante. Là, ici, on voit très bien la sténose avec ici la calcification. Et donc, on va segmenter cette sténose. Hop, hop, voilà. Alors là, pareil, hein, vous voyez que le contour n'est pas extraordinaire. Voilà, on va diminuer les coupes de manière à vraiment mieux se centrer sur la zone où c'est le plus petit. Voilà, ici, merci, on applique, on ferme. Et là, on a une évaluation de la sténose à 60%. Donc effectivement, la sténose est quand même significative. Après, elle ne dépasse pas les 70%.
Voilà, mais on n'est pas trop loin quand même. Du coup, nous avons pu analyser cette sténose ici qui est serrée, cette sténose ici qui est intermédiaire. Je vous passe le reste de l'analyse, ça fait déjà longtemps que je blablate, hein, mais effectivement, on regarde par la suite un petit peu tout le reste du volume, hein, notamment les artères intracrâniennes, notamment le reste des artères et notamment aussi toujours vérifier qu'il n'y a rien au niveau des apex pulmonaires parce qu'on peut parfois avoir des surprises. Donc là ici c'est l'analyse de l'angioscanner. Rappelez-vous, nous avons réalisé aussi un scanner cérébral. Le scanner cérébral, il a deux intérêts. La première, c'est de rechercher une lésion ischémique qui serait passée inaperçue et qui ferait classer cette sténose carotidienne initialement asymptomatique comme une sténose symptomatique qui aurait parlé. Donc là, ici, sur le scanner cérébral, nous ne voyons pas de séquelles ischémiques constituées dans les territoires carotidiens internes droit ou gauche. Nous allons aussi rechercher s'il n'y a pas de rupture de la barrière hémato-encéphalique. Alors évidemment, s'il n'y a pas d'ischémie, en général, il n'y a pas de rupture de la barrière hémato-encéphalique. Mais bon, on le recherche quand même de manière significative. Et là, nous ne voyons pas de prise de contraste anormale au niveau intracrânien. Donc il s'agit d'un scanner cérébral qu'on peut considérer comme satisfaisant, hein, pour un patient d'une 60aine d'années. Voilà, on a regardé un dossier intéressant d'un angioscanner des troncs supraortiques, hein, dans le bilan complémentaire d'une découverte fortuite d'une sténose carotidienne qui finalement était bilatérale. L'intérêt du scanner, ça va être d'avoir une mesure précise, d'avoir une analyse précise de la sténose, sa localisation, le type de lésion, le caractère anfractueux, irrégulier, instable, potentiellement instable de la plaque et d'analyser également les autres vaisseaux et le parenchyme cérébral. Tout cela en un seul examen. On a pu voir ensemble aussi l'intérêt des outils dédiés pour l'analyse des vaisseaux. Vous avez vu, c'est des outils qu'il faut maîtriser. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vous sort le logiciel en première analyse, puisque effectivement tout cela va dépendre de la segmentation. Et là, on a vu un cas qui était plutôt facile, puisque les lésions étaient majoritairement non calciques. Sur des lésions mixtes très calcifiées, la segmentation automatique est encore pire, hein, et fonctionne encore moins bien. Donc clairement là, il ne faut pas du tout prendre pour argent comptant ce que le logiciel vous donne. Voilà, finalement, ce n'est pas le logiciel qui a raison, c'est les radiologues, et encore heureux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!